Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de leur recherche en histoire, et parfois au cinéma lorsqu'il s'empare de l'histoire. On va parler aujourd'hui du film Les Rayons et les Ombres de Xavier Giannoli, sorti en 2026, un film sur une grande figure de l'occupation, Jean Lucher, raconté par sa fille Corinne Lucher, un film qui suscite énormément de débats, avec différentes prises de position. On va en parler dans l'émission et je mettrai les liens sur le site paroledhistoire.fr. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Anne-Sophie Anglaret. Bonjour. Bonjour. Alors on a déjà discuté à ce micro de votre excellent livre Au service du maréchal, portant donc sur la Légion française et la dimension politique souvent sous-estimée de cet organisme au service de Vichy et de Pétain. C'était dans l'épisode 271 du podcast. Vous avez également contribué à l'histoire d'une dictature dirigée par Laurent Joly sur Vichy. Vous êtes donc une historienne de Vichy et de la collaboration. Et vous avez vu ce film et je crois comme moi, vous n'avez pas eu une impression très favorable. Ah non, c'est un film qui m'a posé énormément de problèmes parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de manipulation et de simplification sur l'histoire de la collaboration en général et sur l'histoire de Jean Lucher en particulier. Alors on va en parler, on va les lister. Juste avant, je voudrais faire un petit propos liminaire sur cinéma et histoire, modestement, mais simplement pour évacuer un certain nombre de faux problèmes ou de questions secondaires qui parasitent un peu la discussion à mon sens. D'abord, est-ce que Xavier Giannoli a le droit de faire ce film ? Oui, évidemment, donc il n'y a aucune question de censure ou de contrôle idéologique ou je ne sais quoi. En revanche, à partir du moment où on produit une œuvre dans l'espace public, évidemment, chacun est libre de la critiquer, y compris sur son rapport à la fidélité. La deuxième chose qu'on entend, et moi qui m'agace prodigieusement, c'est il n'a pas fait un documentaire. Évidemment, il n'a pas fait un documentaire, mais une œuvre de fiction historique, en fonction de ses ambitions et de son registre, peut s'exposer à des critiques quand elle déforme le passé. Alors si on prend des films qui sont des pures inventions parce qu'on est dans un registre de comédie noire ou de fantaisie assumée, je pense à Inglourious Basterds de Tarantino, je pense à La mort de Staline, bon, bah là, évidemment on joue avec l'histoire, on fait mourir Hitler dans un cinéma, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on est en train de raconter une vérité au spectateur qu'on tromperait. Inversement, à mon sens, quand on parle de personnages réels avec un propos sérieux sur le passé, avec des conseillers historiques, et surtout sur des événements lourds au plan politique et moral comme la Deuxième Guerre mondiale, il y a un pacte implicite avec le spectateur qui est passé et qui repose sur une exactitude minimale. Si on prend notre exemple, quand Spielberg réalise Lincoln, il ne va pas lui faire prononcer des éloges de l'esclavage sudiste, ce serait une déformation historique et ce serait une faute politique et morale. Et du coup, pour moi, ça pose fondamentalement le même problème que pour des romans dont on a pu discuter aussi. Yann Karski de Yannick Enel, Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès, ce roman sur la tondue de Chartres. C'est le surnom qu'on a donné à cette femme collaboratrice, photographiée de manière célèbre par Robert Capa, je crois, et du coup qui en fait une héroïne bouleversante par l'amour interdit qu'elle éprouve pour un Allemand, et inversement, les FFI auraient été odieux avec elle et auraient plus ou moins essayé de la violer. En fait, ça pose un problème de fond, à mon sens, qui est on ne peut pas à la fois dire que son œuvre propose une lecture puissante révélant la vérité de la période et dire en même temps, attendez, c'est de la fiction, j'ai tous les droits. Voilà. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on fait un film historique et qu'on prétend tenir un propos historique, on est contraint par la réalité historique. Oui, moi je pense surtout que Xavier Giannoli a beaucoup joué là-dessus dans la promotion de son film. C'est-à-dire que d'une façon générale, on l'a beaucoup complimenté parce qu'il avait fait le grand film sur la collaboration et il a plutôt pas nié, sauf quand il s'est retrouvé face à des gens comme Laurent Joly qui ont un petit peu remis en doute certains aspects de son film, où là il s'est réfugié derrière le « je ne suis pas historien ». Donc effectivement c'est un peu facile. Par ailleurs, je trouve que c'est vrai que le rôle des historiens face aux films historiques, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on risque toujours de venir commenter des dates ou un peu comme les dingues d'uniforme qui vont regarder si c'est le bon galon, et c'est vrai que ça c'est pas très intéressant. Donc je pense qu'il faut pas être un obsessionnel des dates ou des petites déformations, mais par exemple toutes les déformations chronologiques du film, elles changent le sens de la trajectoire de Lucher, et c'est en cela qu'elles sont importantes. C'est pas juste une obsession pour les dates. Oui, absolument. Et alors le troisième problème que je voudrais évoquer avant de rentrer dans le détail du film, c'est le choix très discuté dans la presse, et on voit bien que ça fait l'objet d'un clivage, d'avoir choisi donc un homme de gauche au départ, proche du parti radical, passer à la collaboration. Et un certain nombre de gens ont fait remarquer à juste titre que ça va dans le sens d'un courant qui est très fort actuellement, de discours sur le passé vichiste consistant à dire, et on lit beaucoup ça en ligne, si on va encore sur l'immondice qui est devenu Twitter, on va beaucoup trouver de gens qui disent mais de toute façon c'est la gauche qui a collaboré, c'est la droite qui a résisté, c'est les nationalistes qui étaient à Londres et c'est la gauche qui était à Vichy, avec moult déformations dans la lignée d'Éric Zemmour qui a beaucoup dit ça. Et du coup c'est très problématique. On a eu l'occasion de rappeler ensemble, parce que votre livre porte en partie là-dessus, il faut rappeler évidemment que structurellement,
Vichy, c'est l'extrême droite, avec évidemment des gens qui sont d'anciens transfuges de la gauche, mais parfois laissés 10 ans, 15 ans dans le passé comme Laval, quelques figures symboliques ou marginales issues de la gauche, une majorité de gens qui sont clairement affiliés à la droite et à l'extrême droite. Oui, ça c'est très important parce que là aussi, Giannoli joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il explique qu'il ne fait pas de politique, en même temps il choisit un film sur la collaboration, donc si on ne veut pas parler politique, il faut peut-être choisir un autre sujet. Et effectivement, bien sûr qu'il a le droit de faire un film sur une figure de gauche qui a collaboré, et en soi c'est un sujet qui est très intéressant, mais il faudrait quand même qu'il montre quelque part qu'il sait que ça n'est pas forcément représentatif. Et là, la collaboration n'apparaît pas vraiment dans son film, en fait, en dehors de la figure de Jean Lucher, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ouais, on pourrait même dire que le mot collaboration est répété de manière obsessive sans que ce soit jamais vraiment cerné. C'est assez ambigu de ce point de vue-là. Oui, parce qu'il y a toute une partie de la collaboration qui disparaît. Par exemple, Vichy n'existe pas dans ce film, ou quasiment pas. Donc c'est vraiment réduit à une trajectoire personnelle. Alors, pourquoi pas, encore une fois, c'est du cinéma, mais ça réduit très largement la complexité de la période, alors qu'il prétend justement montrer la complexité de ces personnages. Sur Lucher, justement, il y a cette question de savoir, ça n'est pas forcément quelqu'un de si représentatif, et puis surtout, c'est quelqu'un dont l'évolution, mais ça on va peut-être en reparler justement sur les dates, date en fait de peut-être quasiment du début des années 30, et pas tant que ça de 1940. Oui, alors moi je précise sur ce point que personnellement, j'ai aucun problème avec le fait de choisir un personnage non représentatif. Je pense qu'effectivement, de la même manière que c'est pas un documentaire, un cinéaste n'est pas tenu à la représentativité. Mais en revanche, s'il choisit un personnage non représentatif, c'est parfaitement son droit. Il faut en revanche lui donner la cohérence qu'il avait à l'époque et restituer de manière, disons, plausible ou fidèle sa trajectoire et ne pas le déformer. Alors du coup, on peut rentrer sur les déformations. Peut-être juste avant, du point de vue cinématographique, on ne sait pas tout à fait notre place, on n'est pas critique de cinéma. Il a été noté par pas mal de gens et je pense que moi je souscris à cette analyse que c'est un film qui est très long, c'est un film qui, il me semble, hésite un peu dans ce qu'il filme, puisqu'il y a tous les passages sur la maladie, il y a le rapport père-fille, en gros il y a plusieurs sujets dans le film. Moi ça m'a un peu laissé indifférent, j'ai eu l'impression de quelque chose qui se voulait une grande fresque à la Dr Givago ou Casino, brassant énormément d'enjeux, le politique et l'intime, sans que j'y ai trouvé une grande cohérence. Voilà, les passages sur la maladie parfois m'ont paru un peu collés, copier-coller, et voilà, j'ai trouvé que ces 3h20 auraient pu être resserrés du pur point de vue cinématographique. Le spectacle ne m'a pas emballé du début à la fin. Alors moi j'ai trouvé que finalement on sentait pas tant que ça passer les 3h20, c'est-à-dire que je me suis pas tant ennuyée. Après c'est vrai que les scènes de toux sont très pénibles, je supportais plus d'entendre des gens tousser à la fin, mais surtout ce qui est dommage c'est que finalement cette multiplicité de sujets, on peut se demander à quoi elle sert, sachant qu'il n'a pas de propos très clairs justement sur la collaboration. Son sujet principal c'est la collaboration, mais comme il veut absolument nous dire qu'il ne faut pas être manichéen, c'est ça ce qu'il veut absolument faire passer comme message, il multiplie un peu les arcs narratifs. Donc la maladie, alors la maladie c'est aussi le symbole de la compromission. Bon, oui, le sang, la souillure, les taches sur les radios, voilà. Et mais c'est aussi un aspect tragique pour Corinne Lucher. Et puis la relation père-fille, en fait, c'est tout simplement, je pense, pour humaniser son personnage. C'est-à-dire que ça joue un peu le rôle que pourrait jouer une histoire d'amour. Et d'ailleurs, ça a été aussi assez peu relevé parce qu'il lui-même a beaucoup parlé du réquisitoire à la fin comme de l'horizon moral de son film. Mais, alors je ne sais plus si c'est la toute dernière phrase du réquisitoire ou pas, mais il me semble que ça se termine sur le procureur qui insulte quasiment Corinne Lucher, c'est extrêmement sexiste. Et là, Jean Lucher, qui a pris sur lui tout ce qu'on lui disait sur la vénalité de son caractère, etc., là se révolte parce que tout à coup, ça fait appel à son amour paternel. Donc il y a vraiment cette idée, à mon avis, que les collabos aiment aussi leurs enfants, voilà, qui est censée humaniser les personnages et qui ne me paraît pas non plus si intéressante que ça. Alors, c'est intéressant de parler de Corinne Lucher parce qu'effectivement, la structure narrative du film repose sur ce personnage qu'on découvre après la Seconde Guerre mondiale, vivant une vie d'errance et de misère et de maladie, humilié publiquement par, on le comprend, d'anciens résistants qui vraiment s'en prennent physiquement à elle. On est en 1948, quelque chose comme ça. Ils s'en prennent physiquement à elle d'une manière qui n'est pas forcément très, très plausible. Et puis, elle se décide à raconter les choses. Et alors ça, c'est important dans le discours qui accompagne le film, y compris de ses conseils historiques. Alors, on ne les a pas cités. Il y a Barbara Lambauer, la biographe d'Abetz, Cédric Melletta, biographe de Lucher, et puis Yves Pourchet aussi, qui a édité les carnets de la fille de Laval, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont fait un texte dans le Nouvel Obs, à mon avis, pas un très bon texte, et dans lequel une des manières de se défendre sur le fond des approximations, ils ne répondent pas sur le fond, une manière de se défendre, c'est de dire on a choisi une narratrice pas fiable,
Et elle dit elle-même qu'elle n'est pas fiable. Elle dit au début du film, je vais me tromper sur les dates. Et c'est comme si c'était la carte Joker qui finalement justifierait les approximations du film. On a mis en scène une narratrice qui n'est pas fiable et donc finalement, peu importe la suite. Ah bah oui, ça c'est l'équivalent de je ne suis pas historien pour le réalisateur. Et évidemment, ça n'est pas ce que montre le film parce qu'il y a énormément de scènes du film auxquelles Corinne Luchère n'a pas assisté. Toutes les discussions entre Jean Luchère et Otto Abetz, toutes les réunions à la rédaction de son journal, évidemment, elle n'y était pas. Donc c'est objectivement faux de dire que le film est vu par les yeux de Corinne Luchère. Si on ne voyait que les endroits où elle était, je pense qu'on comprendrait beaucoup mieux justement que c'est son point de vue. Là, c'est vraiment et que c'est son point de vue et qu'elle n'a pas voulu savoir, qu'elle n'a pas voulu creuser, qu'elle vivait une vie mondaine de facilité, séduite par la collaboration bling bling, on va dire, et du coup sans comprendre à quoi jouait son père et dans quel milieu et donc avec quelles intentions politiques. Voilà, ça aurait été plausible, quelqu'un qui aurait été dans la naïveté de ce point de vue-là. Ça aurait été plausible, mais il y a quand même quelque chose qui est un petit peu gênant, c'est que donc la voix off de Corinne Luchère, elle est complètement écrite parce qu'il recourt à cette idée qu'elle aurait enregistré ses souvenirs sur des bandes et qu'en fait l'enregistrement n'aurait pas fonctionné, ce qui permet évidemment d'écrire ce qu'on veut. Sauf que Corinne Luchère a quand même publié ses mémoires. Alors on ne peut pas exactement dire qu'elle les ait écrites elle-même, dans le sens où ça a été écrit par même pas vraiment à quatre mains, ça a été écrit par un journaliste. Visiblement, elle était malade, elle les a pas forcément relus. Donc on ne peut pas non plus prendre ça exactement comme ces mots, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a raconté à ce journaliste. Et il se trouve qu'entre la voix off du film et ce qu'on lit dans ses mémoires, et ça, Bénédicte Vergès-Chaignon, dans son texte dans Le Monde, l'a très bien relevé, les mémoires de Corinne Luchère, c'est consternant, en fait, tout simplement. Donc, elle est beaucoup plus fine et subtile dans le film. Et par ailleurs, elle prend beaucoup plus de distance par rapport à son père, qu'elle commence quand même à critiquer dès le début, en disant il aimait trop l'argent. Dans ses mémoires, on voit pas tellement ça. Il y a un petit peu de critique, mais elle finit surtout par dire bon, c'est un grand naïf. En fait, il était trop généreux. Oui, et puis il faut rappeler aussi que c'est publié ses mémoires à un moment où elle-même est frappée d'indignité nationale, et il y a évidemment un plaidoyer qui, dans le contexte, est obligé de passer par certains codes de minimisation, etc. Oui, et puis c'est un plaidoyer qui s'inscrit dans une période où il y a énormément de plaidoyers d'anciens collaborateurs. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a eu un tabou de la collaboration, mais il n'y a pas eu de tabou chez les collaborateurs. Ils ont publié leurs souvenirs à tour de bras à la fin des années 40. Et je crois que Marc Roger relève même qu'il y a plus de souvenirs de d'anciens collaborateurs publiés à la fin des années 40 que d'anciens résistants. Donc en réalité, tout ça s'inscrit, le journaliste d'ailleurs qui écrit ses souvenirs a été lui-même un fervent pétainiste, tout ça s'inscrit dans une atmosphère générale chez les anciens de la collaboration, qui est une atmosphère de justification. Alors il y a différents types de justification, il y a ceux qui vont dire moi je renie pas ce que j'ai fait parce que c'était pour le bien de la France, etc. Chez Corinne Luchère, c'est plutôt de dire je ne savais pas, j'étais jeune, j'étais naïve. Mais en tout cas, donc déjà, reprendre ce point de vue-là, c'est quand même assez gênant dans la mesure où ça se place justement dans cette ambiance générale de justification de la collaboration. Et en plus, ce qu'on entend dans le film ne correspond pas vraiment à ce qu'on lit dans son livre. Alors avant d'en venir au personnage principal de Jean Luchère, je voudrais pointer quelques éléments que j'ai trouvés franchement réussis dans le film. Le but n'est pas de absolument tout dézinguer, même s'il y a beaucoup de choses qui nous ont à tous les deux déplu. Parmi les éléments que j'ai trouvés vraiment réussis dans le film et qui aussi politiquement, on sent bien, sont placés là pour ancrer le film, pas du côté explicite d'une apologie de la collaboration. Giannoli est très clair là-dessus dans ses interviews aussi. Il dit voilà, je défends pas Luchère, mon but n'est pas celui-là, etc. Il y a de l'ambiguïté dans son projet, mais dans son discours au moins, il a le mérite de dire je suis pas collaborationniste. Voilà, on peut lui reconnaître ça. Et du coup, il a placé dans son film un certain nombre de personnages ou d'éléments qui jouent ce rôle-là. Je pense à ce personnage de cinéaste juif d'origine russe, réfugié russe à Paris, Léonid Moguy, qui était celui qui a dirigé Corinne Luchère dans ses premiers rôles, et qui est un peu la colonne vertébrale morale du film, du début à la fin, pourrait-on dire. Oui, mais alors justement, moi, ce qui m'a gêné dans ce personnage, c'est vrai que c'est un personnage qui est très touchant, mais ce qui m'a gêné, c'est que donc à la fin, c'est lui qui vient offrir la rédemption à Corinne Luchère. Alors si on suit la biographie de Corinne Luchère qui a été écrite par Carole Vrona, en fait, Moguy a eu pitié de Corinne Luchère, est venu lui offrir un rôle en sachant très bien qu'elle ne le jouerait pas parce que de toute façon, elle était malade et a tourné son film avec quelqu'un d'autre alors qu'elle n'était pas encore morte. Donc c'est pas non plus tout à fait la même histoire. Par ailleurs, que lui, en tant que rescapé, offre son pardon, c'est extrêmement touchant, mais est-ce qu'il faut en faire la rédemption du personnage principal du film à la fin ? Je trouve que ça n'est
pas le rôle de Giannoli. Voilà. Ceci dit, le fait, moi je pense plus au début du film, lorsqu'il refuse de serrer la main d'Otto Abetz dans les années 30, ça montre que il y a plusieurs marqueurs qui montrent que pour Luchaire, d'autres choix étaient possibles. Oui, ça il le montre. Il fait ses choix. Voilà. Donc il y a quelques moments comme ça où la chute, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de Luchaire n'est pas montrée comme quelque chose d'inévitable parce que des personnes dignes coexistent avec ses propres choix indignes. Oui, ça, je suis d'accord et je ne mets pas du tout en doute la bonne foi de Giannoli, mais je pense que le problème de son film, c'est plutôt la confusion. En fait, bien sûr qu'il a pas l'intention de réhabiliter la collaboration, mais alors c'est vrai qu'il y a des moments où il montre que Luchaire aurait pu faire d'autres choix, et en même temps, on voit, par exemple, dans toutes les critiques, on parle d'engrenage. Quand même, l'impression qui se dégage à la fin du film, c'est que chez lui, ça a été une espèce de descente un peu inévitable, même si par ailleurs, il fait face à d'autres personnages qui ont un peu plus une colonne vertébrale morale. Deuxième chose peut-être qu'on peut discuter comme élément positif pour le film, ou en tout cas qui peut être vu comme ça, tout ce qui a été dit sur le monde interlope de la collaboration. Alors, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses, les soirées à l'ambassade, le champagne, les femmes nues, le tout Paris qui se presse, la mondanité, les orgies, etc., etc. Un côté, un peu une ambition à la Visconti dans le film. Mmh. Bon, on peut voir ça comme des clichés, très appuyé, effectivement. Plusieurs personnes l'ont dit, Henri Rousseau en a parlé, Bénédicte Vergessiano aussi l'a dit. Il y a quelque chose, malgré tout, qui en ressort, c'est que ça dépeint un monde très médiocre. Et ça dépeint un monde de gens qui grenouillent, qui sont médiocres et qui sont montrés dans leur médiocrité. Il me semble que, bon, on peut l'interpréter comme ça. Disons, la lecture généreuse, c'est d'interpréter comme ça et de dire, ça dit aussi quelque chose d'un univers fasciné par ce qui est superficiel, fasciné par l'argent, complètement dévoyé, avec des personnages, voilà, on plonge dans le marché noir, l'affairisme, qui sont aussi des réalités de l'occupation. C'est pas forcément politiquement les plus intéressantes, mais elles sont aussi montrées comme telles, et disons, cette médiocrité-là n'est pas édulcorée. Voilà, ça c'est la lecture, disons, généreuse de ces scènes. Oui, ça c'est sûr que cette médiocrité-là n'est pas édulcorée, et moi je pense qu'à aucun moment ces faits ne rendent ces personnages sympathiques. C'est clairement pas son but, et moi je l'ai pas vu comme ça. Le reproche que je ferais quand même, c'est que du coup on se place sur un plan qui est finalement très moralisateur, voilà, ils se vautrent dans le luxe, ils se droguent, ils font des orgies. Bon, c'est sûr que quand les gens ont faim pendant l'occupation, c'est pas très sympathique, mais tout l'aspect politique quand même disparaît derrière. Et ça, c'est aussi un discours qui dépasse largement le film. Le fait de dire que finalement, dans la collaboration, c'était surtout des délinquants, des gens attirés par l'argent. Alors c'est en grande partie le cas de Luchaire, qui est assez vénal. Mais par exemple, si on prend le cas de la milice, on a tout un discours sur l'organisation qui consiste à dire que oui, c'est le ramassis des ratés. Exactement, c'est le ramassis des ratés, en tout cas dans la deuxième période. Or, de qui vient ce discours ? En fait, des membres de l'Action française qui faisaient partie de la milice et qui ont voulu se dédouaner des horreurs perpétrées par la milice à la fin, alors qu'ils y ont très très largement participé. Donc l'affairisme, la vénalité, ça existe et c'est un fait, mais c'est difficilement dissociable quand même des aspects idéologiques, et de toute façon, même les voyous peuvent avoir une idéologie. Alors on va arriver sur les choses qui, je pense, posent vraiment problème sur la dépolitisation du film, qui est fondamentalement une des critiques qu'on peut lui faire, et qui commence dans la première partie, qui passe finalement assez vite sur les années 1930. La guerre occupe la grande majorité du film, alors qu'il y a des choses qui se jouent et qui sont soit éludées, soit vues d'une manière rapide, voire avec des contresens, et qui sont importantes. Donc le personnage clé, c'est Jean Luchaire. Un personnage clé qui est censé avoir une dérive de la gauche vers la droite et qui aurait lieu sous l'occupation. En réalité, les choses se sont jouées très différemment. Oui, et c'est là que je parlais tout à l'heure des aménagements chronologiques qui sont très importants. Parce qu'en fait, il y a plusieurs événements qui, dans le film, se déroulent en 40 ou en 41, alors que dans la réalité, ils sont déroulés en 33 ou 34. Je pense à la lettre de Julien Luchaire à son fils, publiée dans le Figaro, qui a fait ricaner. Julien Luchaire, un père écrivain de Jean Luchaire, le collaborateur, résistant, et du coup, qui prend ses distances avec son fils, sauf que pas au moment que raconte le film. Oui, alors déjà, dans le film, c'est publié dans le Figaro en 41, ça a fait ricaner tous les historiens. La liberté d'expression était incroyable. En fait, il a effectivement écrit à son fils par voie de presse, mais c'était, si je ne me trompe pas, en 1933, au moment où Jean Luchaire fait le choix de continuer à faire des rencontres franco-allemandes, sachant que il est
manipulé par le régime hitlérien. Et un certain nombre de personnes de son entourage qui étaient tout à fait favorables à la réconciliation franco-allemande vont lui dire mais là c'est pas possible en fait, là ça n'est plus la même chose, ou alors à la limite il faudrait se réunir avec les exilés allemands, mais on peut pas faire les relations publiques du régime nazi. Et donc c'est à ce moment-là que son père va lui écrire, et je crois que c'est dans l'éveil, et il me semble qu'ils vont se répondre un petit peu par le biais du journal. Donc ça, ce moment-là, il est à placer en 33. Il y a aussi, par exemple, le moment où dans la conférence de rédaction, qui dans le film doit être en 40, où il décide de faire reparaître son journal, il y a un des rédacteurs qui décide de partir. Donc ce rédacteur qui s'appelle, je crois, Labarrière dans le film, Janoli l'a dit, il me semble, en fait, il représente Brossolette, qui faisait partie de l'entourage de Lucher, et qui lui aussi montre, c'est vrai, qu'une autre voie était possible. Sauf que Brossolette est parti en 34. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se joue au moment de la collaboration. Pareil, et ça, on en reparlera peut-être sur ses prétendues hésitations sur la persécution des Juifs. Il avait déjà fait quelques pas en direction des nazis dès 1933, puisque, alors dans le film, on voit qu'il dit oui, bon, toutes les révolutions ont leur mauvais côté, en fait. Mais quand on regarde vraiment ce qu'il a publié dans son journal, il a par exemple expliqué que les Juifs en Allemagne et en France, ça n'était pas pareil, parce qu'en Allemagne, les Juifs n'étaient pas assimilés comme les Juifs français, et qu'il prenait tous les postes je crois qu'il dit des Allemands à proprement parler, et que donc il était tout à fait normal qu'il y ait des lois spéciales. Autrement dit, dès 1933, il écrit des choses qui, en fait, sont antisémites dans la mesure où l'idée, c'est qu'il faut juger les juifs en fonction de leur assimilation. Alors là, il fait encore la différence entre juifs allemands et juifs français, mais on voit bien que de toute façon, il s'est engagé sur une certaine voie. Bon, ce que je veux dire, c'est pas du tout que l'antisémitisme serait structurant dans sa pensée dans les années 30, je pense que ça n'est pas le cas, mais l'antiracisme ne l'est pas non plus, en fait. Ouais, en tout cas, ne l'est plus clairement, et c'est quelqu'un qui a quitté son camp politique, et c'est pas une chute ou une ambiguïté, parce que le film tire cette idée de l'ambiguïté, de quelqu'un qui a été égaré, des idéaux dévoyés, etc. Dès 1933, on est dans autre chose. Alors, il y a encore quelque chose d'assez ambigu chez lui. Il joue sans doute sur plusieurs tableaux, mais c'est vrai qu'on peut se demander dans quelle mesure il est encore de gauche. D'abord, il va aussi soutenir des gouvernements de centre-droit. Il va d'abord apporter son soutien au Front populaire, mais ensuite, il va s'insurger contre les réformes sociales du Front populaire. Donc, il est très opposé aux congés payés, par exemple, aux conventions collectives. Par ailleurs, le régime nazi, ça n'est pas simplement un régime qu'il tolère. Il aurait pu dire, bon, d'accord, c'est un régime effroyable, mais il faut quand même tout faire pour éviter la guerre. La cause de la paix nous oblige à composer avec cette horreur. Exactement, ce qui aurait pu être un discours entendable. Mais c'est pas ça qu'il fait. En fait, il vante les mérites du régime de Hitler. Alors, on voit bien dans le film qu'il est en partie acheté par l'Allemagne, mais on voit pas à quel point il a aussi sans doute une admiration personnelle pour le régime nazi, pour le régime fasciste aussi, d'ailleurs. Et donc tout ça, ça fait partie du Lucher des années 30. Donc il n'y a pas... Les aménagements de date dont j'ai parlé nous font croire à un basculement à la faveur des circonstances exceptionnelles de l'occupation et de la défaite de la France. Et ça n'est pas vrai, et ça renvoie encore une fois à tout ce qu'on peut dire sur un certain nombre de personnalités anciennement de gauche qui ont basculé, enfin qui justement ont été dans la collaboration, mais qui avaient depuis longtemps quitté la gauche. Alors il y a vraiment des gens qui ont basculé de la gauche dans la collaboration, je pense à René Belin par exemple, mais là ils sont très très minoritaires. Lucher comme Déa, ce sont des gens qui étaient déjà partis sur une voie assez différente depuis plusieurs années. Alors, ces mêmes années 1930 posent un autre problème, et à mon avis un lourd problème, c'est le personnage de Otto Abetz. Alors, on sait que la biographe d'Abetz, Barbara Lambauer, était conseillère historique du film. Moi, j'étais, en sachant ça, assez soufflé de la manière dont Abetz est présenté, parce que c'est vraiment, pour le coup, là, on est dans le cliché le plus absolu du nazi malgré lui, du bon nazi. Ça rappelle toutes les évocations qu'on a pu avoir de Rommel, ou de Speer, ou évidemment de Von Braun, le père du programme spatial. Voilà, tous ces braves gens qui étaient avant tout des savants ou des généraux ou des hommes de lettres ou encore des scientifiques et qui finalement ont été un peu contraints par les méchants nazis à les rejoindre. Et Abetz dans le film, c'est vraiment ça, hein, c'est ce professeur de dessin idéaliste, cette sensibilité artistique, cet homme qui aime les écrivains et puis qui finit un peu par être vénal et corrompu lui aussi. Mais ce qui le structure, hein, c'est le rapport à la paix, le rapport à l'art. Il est présenté comme ça. Et le nazisme, c'est très loin. Le Abetz réel, c'était pas du tout ça. Il est présenté, et ça c'est vraiment la scène qui m'a choqué dans le film, il est présenté comme convoqué par les nazis qui lui imposent en quelque sorte de les rejoindre, et l'idéaliste devient le serviteur malgré d'une idéologie mortifère.
Abetz, il a rejoint volontairement les nazis dès 1932. En 1933, il entre dans la SS en 1935. Donc on a quelqu'un qui est un adhérent presque de la première heure au moment de la prise de pouvoir et qui l'est par opportunisme sans doute. Il y a une grande part d'opportunisme, mais c'est pas quelqu'un qui est contraint d'aucune manière comme c'est montré dans le film. Oui, alors sur Abetz, là où ça me dérange un peu moins, c'est que je trouve que c'est quand même un personnage secondaire dans le film et donc qui attire moins l'attention. Alors, et je trouve aussi que quand même dans cette fameuse scène qui est complètement imaginaire où il se fait convoquer, moi j'ai plutôt vu ça comme le fait que lui-même vendait son âme. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas du tout passé comme ça et que Barbara Lombauer elle-même décrit bien le fait que dès 1932, il a des liens avec les jeunesses hitlériennes, il a des liens avec des cadres du parti nazi. Alors, disons qu'il se crée un réseau à ce moment-là. Il n'est pas, effectivement, c'est pas un nazi forcené en 32, mais en 33, ce qui se passe, c'est que le régime nazi a très mauvaise presse en France, et donc c'est lui qui va offrir ses services, il me semble, à l'ambassade d'Allemagne en France, parce que lui a des contacts chez les Français et que ça peut servir finalement à la propagande nazie. Donc ça, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi dans le film on le présente un peu, c'est un peu le perdreau de l'année quand on vient le chercher chez lui quand même, quand les nazis viennent le chercher chez lui pour lui demander de collaborer, il s'y attend pas du tout. Et ça, je vois même pas en fait l'intérêt dans le film de le présenter comme ça. Disons que ça l'humanise et que ça montre que lui aussi, il avait, en gros, c'est le côté l'idéaliste rattrapé par l'histoire, quoi. Alors qu'en fait, l'idéalisme d'Abetz, en 33. D'ailleurs, Abetz avait aussi partagé aussi avec les nazis, mais avec beaucoup d'autres gens que les nazis, bien sûr, mais l'idée qu'il fallait réviser le traité de Versailles. Et c'est aussi pour ça qu'il va rejoindre les nazis, parce que pour lui, c'est ça qui est très important dans les liens avec les Français. C'est pas uniquement de défendre la paix, c'est d'obtenir la révision du traité de Versailles. Ouais, dernier point sur ce gentil Abetz présenté dans le film, c'est lui qui sauve Paris. C'est lui qui sauve Paris de la destruction en 1944, dans le film. Et là, c'est vraiment des clichés qu'on pensait un peu dépassés, parce que le fait que Schultitz n'ait pas appliqué les ordres d'Hitler, c'est pas parce qu'Abetz lui a dit de pas le faire. En fait, là, je pense que ça vient plutôt du fait que Abetz est le seul Allemand du film, de même que Lüscher est le seul collabo. Bon, ça, c'est une réduction qui peut-être se comprendre d'un point de vue scénaristique, mais c'est vrai que le film ne permettra pas de comprendre la structure de l'occupation allemande, de même que on ne voit pas, si je ne me trompe pas, l'éloignement d'Abetz, la disgrâce d'Abetz et finalement le panier de crabes qui est entre Allemands. Si on en vient à, sans doute, moi, ce qui m'a posé le plus lourd problème, parce qu'il s'agit parmi les faits les plus lourds de l'époque, c'est ce moment où le film met en scène, de façon très appuyée, le statut des Juifs. Le statut des Juifs du 3 octobre 1940. Et là, moi, j'ai senti un petit peu aussi, comme historien, le fait que dans le scénario, il y avait une case à cocher, il ne fallait pas rater ce passage, il fallait que ce soit bien expliqué, noir sur blanc, et qu'il y ait des personnages qui prennent la parole de façon très didactique pour dire qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., etc. Mais la façon dont le rôle de Lüscher est présenté pose à tout le moins quelques problèmes. Oui, c'est encore cette idée que Lüscher aurait été lui-même aimé parfois se présenter comme philosémite, ce qui déjà est une position assez étrange, mais et que donc il aurait été opposé, lui, aux mesures antisémites. Donc comme je l'ai dit, c'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où il y a déjà, il écrit déjà des choses antisémites dès 1933. En 1938, comme il est très fâché par les anti-munichois, il va dire que c'est tous des juifs, donc il est pour le moins perméable à l'antisémitisme. Et par ailleurs, dans son journal, bien avant 1940, il y a aussi des textes antisémites. Alors il y a aussi au moins un texte, il me semble, de Suarez qui est contre le racisme et l'antisémitisme, mais son collaborateur qui, justement, qu'on voit dans le film défendre le statut des juifs, a déjà écrit des textes en partie antisémites avant 1940. Donc, Lüscher, au minimum, laissait déjà dire dans son journal, avant même la collaboration. Oui, et si on va un peu plus loin, le statut juif, c'est le 3 octobre 1940. Son journal commence à paraître le 1er novembre, Les Nouveaux Temps. Et le film montre une conférence de rédaction du journal censé commenter le statut des Juifs. Donc avec un mois de décalage, il invente, on va dire qu'il inverse la chronologie, comme si Lüscher avait envisagé d'écrire contre le statut des Juifs, alors que, je cite Cédric Melletta dans sa biographie, il ne pense rien du statut des Juifs et s'abstient de tout commentaire quand sa rédaction publie les nouvelles conditions de la judéité. Voilà, donc clairement ça n'est pas arrivé, cet épisode où il se pose des questions, etc. Et non seulement c'est pas arrivé, mais c'est rétroactivement placé à un moment qui n'a pas existé historiquement.
Oui, bah là, c'est une invention totale et qui, encore une fois, déforme le personnage. Mais de la même façon que quand il discute avec Abetz pour lui dire qu'est-ce qui arrive aux Juifs qu'on arrête. Voilà, Alors, ça c'est 1942. Enfin, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est les rafles de 1941, c'est très 1942 peu clair, ouais. Voilà, mais en tout cas, il est question de rafles. Il est question de rafles et Luchaire a l'air de dire, en gros, a l'air de faire partie de ces Français qui s'indignent un peu des rafles ou qui s'inquiètent des conséquences des rafles. Oui, alors déjà, oui, chronologiquement, c'est pareil. On n'était pas obligé de faire n'importe quoi avec la chronologie. Il me semble que c'est juste après dans le film le retour des cendres de l'Aiglon. Donc au début, moi je me suis dit c'est 41, c'est les premières rafles de 41, mais ensuite comme il commence à parler des enfants, on comprend que ce serait plutôt sans doute la rafle du Veldiv. Bon, quel est l'intérêt de jouer avec ce type de chronologie? Je pense qu'on pourrait éviter. Et encore une fois, c'est une conversation qui est totalement imaginaire, puisque c'est pas Corinne Luchaire qui a pu voir ça, et on le montre comme préoccupé par le sort des Juifs. Rien n'indique qu'il ait été préoccupé par le sort des Juifs. Donc pourquoi c'est extrêmement mensonger. Voilà. Et dernière chose sur le même plan, le dernier moment où le sort des Juifs sous l'occupation est évoqué, c'est lorsque le port de l'étoile jaune est imposé et que le journal de Luchaire va publier un éditorial, disons, qui approuve la mesure parce qu'il y a des antisémites forcenés, des gens comme Crouzet, voilà, qui vraiment appuient là-dessus. Et le film laisse entendre que lorsque Crouzet publie son édito sur le port de l'étoile jaune, il profite de l'absence de Luchaire. Il dit « j'en ai pas là ». Et donc, c'est comme si la caution morale du film Jean Luchaire, proche des Juifs, comme il n'est pas là, on peut se permettre d'écrire un truc aussi outrancier. Et là encore, donc il y a quand même 3 moments où on invente un Luchaire que l'antisémitisme de Vichy aurait gêné, ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est très gênant. On ne voit pas non plus que Abetz joue un rôle prépondérant dans le fait d'imposer l'étoile juive. Et puis, je dirais qu'il y a même un 4e moment, et ça, on en reparlera. Pour le coup, c'est une omission. C'est tout ce qui va être publié par son journal, la Sigmaringen. Et justement, Cédric Melletta cite dans son livre des titres d'articles, parmi lesquels à Sigmaringen, donc le journal publie quand même des articles intitulés Auschwitz, un camp modèle. Donc ça, cette omission-là, elle me paraît aussi extrêmement problématique. Oui, alors parmi les omissions, bon, voilà, ce que montre un film, c'est intéressant. Ce qu'il ne montre pas, c'est intéressant aussi. Et il ne montre pas non plus que Jean Luchaire était un habitué, on va dire, de la rue Lauriston, de la Gestapo française, de Bonny-Lafon, que ce milieu n'était pas seulement un milieu d'affairistes, mais aussi un milieu de gens qui traquaient les résistants et qui commettaient des crimes. Ça, des crimes pas au sens marché noir, mais des crimes au sens exécution, torture. Ça, c'est pas montré. Oui, Bonny-Lafon disparaissent alors que Bonny-Lafon, ce sont des tortionnaires et que tout le monde le sait. Alors, quelle part de son temps il a vraiment passé chez eux, ça je crois qu'on ne le sait pas, mais le fait qu'il ait fréquenté la rue Lauriston, ça par contre c'est avéré. Donc effectivement c'est très problématique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment très très appuyé dans le film, je pense parce qu'il y a des vertus cinématographiques, du retour des cendres de l'Aiglon. Alors c'est un moment qui est intéressant dans l'histoire de Vichy parce que c'est lié à tout un contexte, là le contexte disparaît, c'est montré, c'est filmé comme un rituel, comme une grande cérémonie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce morceau de bravoure entre guillemets du film ? Alors moi, du point de vue cinématographique, j'ai trouvé ça plutôt réussi, en fait. Je trouve que... Ouais, le côté crépusculaire, on est en décembre 40, c'est inquiétant. Ouais, c'est un peu ridicule. En même temps, c'est très pompeux. Et c'est vrai que le retour des cendres de l'Aiglon, ça m'a toujours semblé très ridicule comme épisode. Donc ça, j'ai trouvé que du point de vue cinématographique, c'était... pour le coup, un épisode très réussi. Alors voilà, il faut peut-être expliquer de quoi il s'agit. Donc l'Aiglon, c'était le fils qui aurait pu s'appeler Napoléon II de Napoléon. Il était mort en Autriche du fait de son ascendance à sa mère Marie-Louise. Et du coup, ses cendres n'étaient pas en France, alors que la Grande-Bretagne en 1840, déjà dans un geste diplomatique, avait restitué depuis Sainte-Hélène le corps de Napoléon. Et du coup, en décembre 1940, l'Allemagne, pour des raisons qu'on va peut-être expliquer, fait un geste symbolique, entre guillemets, pour la France. Le fils va rejoindre le père aux Invalides. Les cendres de l'Aiglon sont restituées. Oui, c'est un geste de bonne volonté dans le cadre de la collaboration, sauf que, évidemment, c'est percuté par l'actualité à ce moment-là, qui est le renvoi de Laval. Donc, Pétain se fait même arrêter Laval le 13 décembre. Alors, pour des raisons, je le rappelle quand même, qui n'ont rien à voir avec un rejet de la collaboration. C'est-à-dire que Pétain veut mener la collaboration tout seul et on a assez de Laval. Sauf que c'est très, très mal pris par les Allemands, et en particulier par Otto Abetz, qui avait beaucoup misé sur Laval. Et la grande colère qu'on le voit avoir dans le film... il est très en colère parce que personne ne vient. Mais la colère qui est racontée notamment par Barbara Lambauer, c'est pas pour ça. C'est
parce qu'on a renvoyé la balle. Pardon. C'est ça vraiment qui l'irrite énormément. Oui, et du coup, toute la séquence est presque incompréhensible, parce que s'il n'y a pas l'arrière-plan, Laval, Pétain, les aléas de la collaboration, ça devient un rituel vide. Alors, ce que c'était au fond, mais c'est quand même une décontextualisation qui est un peu embêtante. Moi, je prends ça comme une simplification du scénario que je peux, pour le coup, plutôt comprendre, mais c'est à rattacher au fait que, comme on le disait tout à l'heure, Vichy disparaît. Ce qui, d'une façon générale, me semble un peu dommage quand même sur un film de 3h15 quand on veut comprendre la collaboration, et y compris les collaborationnistes parisiens. C'est-à-dire, il y a tout un jeu quand même entre Vichy et Paris, effectivement, qu'on ne comprend pas dans le film. Il faut dire un mot peut-être sur Jean Luchaire, les petits gestes sympathiques de Luchaire. Parce qu'il est présenté positivement du point de vue de son rapport aux Juifs, on l'a dit, et c'est mensonger. Mais il est aussi présenté positivement comme un type sympa avec ses employés. Alors, il y a toujours le petit billet qui va bien pour améliorer l'ordinaire. Et puis, comme un type sympa avec des résistants. Et alors ça, c'est quand même le truc qui m'a le plus, sur ce plan personnel, frappé. Alors, moi, ça m'a beaucoup frappé sur la question des employés, parce qu'on voit que quand il arrive à la tête de la corporation de la presse, justement, c'est quelqu'un qui se vante du fait d'être soucieux du bien-être de ses employés. Et ça, je pense que quand on ne connaît pas l'histoire des corporations, on a du mal à comprendre que les corporations, c'est simplement très paternaliste. Donc, il peut y avoir des gestes, effectivement, en faveur des ouvriers. Et le fait est que Luchaire en a fait. Mais il n'y a plus de rapport de force. Il n'y a pas de syndicat possible. Et donc, il n'y a plus de revendication des travailleurs. Et ça, il me semble que ça disparaît totalement du film et qu'on ne peut pas le comprendre. Alors, les petits gestes envers les résistants, il y a même un moment où je me suis demandé si c'était des événements réels qui avaient été rapportés au procès de Luchaire, parce qu'on sait que tous ont eu des gens qui sont venus témoigner pour eux. Tout le monde a fait son petit geste. Oui, tout le monde avait son laissez-passer qu'il avait, voilà. sa personne à qui il avait fait franchir la ligne de démarcation, qui pouvait témoigner au procès, et du coup on pouvait aménager la peine. Exactement. Donc je me suis demandé, et là je n'ai pas la réponse, si c'est par exemple l'épisode où il trouve des gens en train d'imprimer un tract, si c'est basé sur un fait réel. Alors en tout cas, c'est pas dans la biographie. C'est pas dans la biographie de Luchaire, donc on peut décrire la scène. Il est dans les bureaux de son journal, il reste un peu tard le soir, et puis là il entend un bruit. Et il décide de descendre à la cave. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un couple de résistants qui imprime un tract clandestin sur une machine à renotyper qui fait un peu de bruit. Et en gros, il leur dit c'est bien ce que vous faites, mais faites moins de bruit, vous allez vous faire choper. Et donc, Jean Luchaire... et puis écrivez plus gros, non, il leur dit... il leur donne des leçons de journalisme, ce qui est assez ironique quand on sait la qualité des textes qu'écrivait Luchaire, qui n'était pas un grand styliste. Et donc, il leur dit, voilà, faites des phrases plus courtes, voilà, ce sera plus percutant. Et donc, en gros, c'est le double jeu de Luchaire, quoi. Luchaire, double jeu face publique, il publie des trucs collabos, mais en privé, il aide des résistants à publier. En tout cas, il ferme les yeux sur des résistants qui publient leur journal. C'est quand même un peu embêtant. C'est très gênant, c'est sans doute imaginaire, et donc c'est très gênant. Alors il y a le réquisitoire à la fin qui vient mettre un peu d'ordre dans tout ça quand même, puisque le procureur explique bien que en fait ça ne suffit pas d'avoir aidé une personne ou d'avoir fait un petit geste pour éventuellement se ménager une voie de sortie à la libération. Malgré tout, le réquisitoire à la fin c'est 1 minute 30, ça rattrape pas forcément tout ce qui a été imaginé dans le film. Oui, et puis encore une fois, le réquisitoire, Janouille en parle, comme de cette caution morale aussi. Il dit le film met les points sur les i, le personnage est condamné à la fin. Oui, effectivement, Luchaire meurt à la fin. Luchaire n'est pas sauvé miraculeusement. Mais ça n'empêche pas que le Luchaire fictif qui a été montré, qui ferme les yeux sur la résistance, c'est pas le Luchaire réel, et ça dénature la collaboration. Parce qu'il y a un autre moment où Luchaire et sa fille sont pris pour cible par des résistants. Alors on sait qu'il y a des pratiques réelles qui étaient d'envoyer des petits cercueils, par exemple, à partir de ça on le voit dans le film. 42-43, ça c'est assez intéressant. Et effectivement, il y a des gens qui savent que à la fin de la guerre, ça se passe mal, ils vont être ciblés. Le fait qu'on lui jette du sang dessus, lui et sa fille, je suis pas sûr que ça ait lieu. En tout cas, moi, ça m'a plus fait penser à une reprise du motif du sang, du crachat, de la souillure, etc. On leur jette du sang dessus. D'ailleurs, ils éclatent de rire. Mais surtout, à ce moment-là, il y a des résistants qui passent, qui leur jettent du sang dessus. Et Luchaire dit à quelqu'un, non, mais les poursuis pas, c'est des gamins. Voilà. Autrement dit, les résistants, il faut pas les poursuivre. Alors qu'on sait que son journal disait qu'il fallait traquer les terroristes et qu'il fallait être impitoyable avec eux. Donc là encore, le discours prêté au personnage dans le film... Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, encore une fois, Sigmar Engen, il parle son journal parle des FFI comme de bandits. Voilà, donc là, on a quand même une déformation de grande ampleur. Petit détail qui n'a pas, je crois, été relevé, en tout cas dans ce que j'ai lu, mais que j'ai trouvé quand même intéressant, parce que je ne vois pas la raison pour laquelle c'est là, sinon pour créer de la confusion.
la petite mention de De Gaulle par Abetz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Je me rappelle qu'il le mentionne, mais honnêtement, je ne me rappelle plus exactement. Abetz est en gros convoqué à Berlin par quelqu'un qui lui dit ce que vous faites, la collaboration, ça va pas, parce qu'il y a aussi tout l'arrière-plan du film, à mon avis très problématique aussi, qui est que c'était soit Abetz, soit un Gauleiter. En gros, c'est que s'il n'y avait pas eu Abetz et Luchaire et leur politique de collaboration, ça aurait été pire pour la France, parce qu'on était prêt à faire un Gauleiter comme en Pologne, alors qu'on sait que ça n'entrait pas du tout dans les plans. En fait, ça c'est le discours d'Abetz, c'est la justification d'Abetz. Voilà. Oui. Mais c'est bon, ça rentrait aucunement dans les plans nazis, la France n'était pas la Pologne, c'était pas les mêmes enjeux, etc. Bon, ça, déjà, c'est un premier problème. Mais dans cette entrevue où Abetz est censé être convoqué à Berlin pour se justifier, il sort un bouquin de sa sacoche et il dit regardez, c'est le livre de leur actuel chef de la résistance, le général de Gaulle, publié en 1932, Le fil de l'épée. Or, regardez, il a dédié son livre à Pétain. Et alors, pour quelle raison est-ce que dans un film sur la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation, on exhume le livre de 1932 où effectivement De Gaulle avait été la plume de Pétain avant qu'il se brouille, etc. Sinon pour instiller une forme de confusion en disant après tout, gaulliste, pétainiste, tout ça c'est plus compliqué, tout ça c'est plus proche qu'il paraît. Voilà. Moi ça m'a personnellement gêné de voir ça parce que je trouve qu'il n'y a aucune justification scénaristique, sinon, encore une fois, de brouiller un peu les pistes. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de justification. D'ailleurs, j'avais complètement oublié quand se situait cet épisode dans le film. D'une façon plus générale, et notamment quand Janoli parle de son film, il rentre beaucoup dans l'idée que tout le monde était pétainiste en 40 et que donc, ou maréchaliste, voilà, et que donc, de toute façon, toute la population française était derrière le maréchal. Donc c'est comme ça qu'il présente la France de 1940. Bon, personnellement, c'est une idée avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. L'adhésion, y compris à la personne du maréchal Pétain, elle est située, y compris politiquement, dès 1940, même si bien sûr il peut y avoir une certaine popularité dans l'opinion, mais il y a quand même des structures politiques qui restent. On en vient à ce qui, je crois, vous a le plus gêné, et pour de bonnes raisons, c'est l'une des scènes finales, au moment où la cavale de Luchaire et de sa fille Corinne, alors on n'a pas tellement parlé de Corinne, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension moins politique dans ce qu'elle vit, puisque elle, c'est le cinéma et la maladie, hein, et puis quelques compromissions avec le milieu du banditisme, mais il y a peut-être quand même le fait que son époux est présenté comme exécuté par les Allemands, alors qu'il a vécu tranquillement jusqu'en 1957. Oui, ça a été relevé par Bénédicte Vergès-Chaignon, effectivement, c'est encore une invention. Sur Corinne, moi, je trouve que c'est intéressant de se replacer dans l'histoire du cinéma sur la collaboration, parce que Corinne Luchaire, je l'ai dit, ses mémoires, je trouve ça consternant à lire et c'est pas un personnage qui m'intéresse tellement. Alors pourquoi est-ce que elle intéresse un réalisateur finalement? Alors d'abord, je pense qu'il y a le côté actrice, bien sûr, hein, le côté actrice qui aurait pu avoir un grand destin. Il y a quelque chose de fascinant sans doute pour un réalisateur. Mais il faut surtout préciser qu'elle a beaucoup fasciné Patrick Modiano, qui l'a mise en scène dans deux de ses livres, il me semble, hein, sous un faux nom, mais on sait que c'est Corinne Luchaire. Or, Patrick Modiano, c'est quand même le scénariste de Lacombe Lucien. Autrement dit, c'est vraiment le scénariste de la collaboration des Écervelés, Modiano. Et alors, bien sûr, Lacombe Lucien et Corinne Luchaire ne vivent pas dans le même milieu, ils font pas du tout la même chose, mais il y a cette même idée que ce sont deux jeunes gens très naïfs, extrêmement naïfs dans les deux cas quand même, qui vont se retrouver entraînés malgré eux dans la collaboration. Et il se trouve que Janoli se réfère beaucoup à Lacombe Lucien, et en fait Lacombe Lucien a énormément marqué l'imaginaire collectif sur la collaboration. Quand on travaille sur la collaboration, il y a toujours quelqu'un, quand on essaie d'expliquer par exemple les origines politiques de l'adhésion à la milice, il y a toujours quelqu'un pour vous dire bah oui, mais et Lacombe Lucien, mais Lacombe Lucien c'est un film, c'est un personnage inventé. Sauf que ça n'est pas à mon avis pour rien que Janoli retourne à Corinne Luchaire, qui fait peut-être partie des inspirations d'un personnage à Lacombe Lucien. Donc là on a vraiment un système cinématographique qui, enfin on pourrait dire que la boucle est bouclée, mais moi je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que c'est Lacombe Lucien qui sert de modèle et on revient au modèle de Lacombe Lucien et finalement le discours historique dans tout ça disparaît un peu. Voilà, et les journalistes qui n'ont vu que Lacombe Lucien disent c'est formidable, depuis Lacombe Lucien on n'a rien vu de tel. Bon, exactement. Donc, ouais. La Lacombe Lucien, ça c'était ça. vraiment. Ah mais en fait c'est terrible un tel film pour l'historien de la collaboration, parce qu'on devait déjà en permanence répondre à Lacombe Lucien et maintenant on va devoir répondre à Corinne Luchaire. Donc ouais, c'est pas gagné. Alors, la cavale finale des Luchaire, dépeinte d'une manière complètement romancée, ça s'est pas du tout passé comme ça. Voilà, ils sont montrés comme arrêtés dans une forêt par un groupe de FFI français, alors qu'ils ont été arrêtés dans une ville de villégiature italienne sous occupation américaine. Donc les conditions sont radicalement différentes, mais non seulement les conditions sont différentes, mais surtout ce que le réalisateur place à ce moment-là est pas sans problème. Non, alors la fin, elle est vraiment scandaleuse. Ça, moi, je ne comprends pas que les conseillers historiques du film n'aient pas tiqué. C'est-à-dire que, donc,
la cavale après Sigmaringen telle qu'elle est décrite par Corinne Luchaire elle-même, donc, et par Cédric Melleda. Donc ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que d'abord ils partent en voiture, il n'y a aucun moment où ils se mettent à courir dans les bois à moitié pieds nus, enfin voilà, ils sont en voiture, donc ils passent en Autriche, ça se passe très bien. Alors ils se font refouler en Suisse, mais ils arrivent en Italie où tout le monde est très aimable avec eux. Ils vont se rendre au commandant américain sur place. Alors, ils sont dans un hôtel, hein, ils ont des moyens, Oui, voilà, on n'est pas dans la précarité. Ça se passe très bien. Et ils vont se rendre au commandant américain sur place. Et ensuite... Alors, ça n'est pas décrit par Corinne Luchaire parce qu'elle ne le sait pas, mais Cédric Melleda le décrit. Les Américains, en fait, demandent à certains Français de les aider à trouver les collaborateurs restants. Ils cherchent un peu des gros poissons à la Marcel Déat. Et les gens qui vont se présenter pour faire ce travail sont eux-mêmes des collaborateurs en fuite. Donc, il y a effectivement quelque chose d'un peu louche. Mais le fait est que Corinne Luchaire et son père, à ce moment-là, sont arrêtés. Pas particulièrement bien traités, ils sont enfermés dans une cave, mais il n'y a pas du tout la scène de quasi-viol et de poursuite dans la forêt qu'on voit dans le film. Donc ensuite, ils sont enfermés à différents endroits. Alors il y a des gens qui viennent parfois la voir l'insulter, des civils qui viennent parfois la voir l'insulter. Dès qu'elle se plaint aux militaires, on règle son problème, on éloigne les gens. Donc elle est plutôt relativement bien traitée. Elle raconte effectivement qu'elle voit Jean Luchaire se faire frapper. Mais c'est tout, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le film. Et se faire frapper par des gens qui étaient au départ plutôt proches des collabos et qui, on va dire, servent d'intermédiaires à ce moment-là, certainement pas frappés par des résistants de l'intérieur, comme le montre le film. Le montre film, une Corinne Luchaire, traité de salope, violenté et, on va dire, objet d'attouchement de nature sexuelle, parce qu'on lui dégrave plus ou moins son on sent qu'elle va se faire violer. Sans qu'elle va se faire violer par les FFI. Et alors, fort heureusement, dans le film, il y a un militaire de l'armée régulière française qui vient mettre de l'ordre et qui dit ça suffit, vous êtes des faux résistants. En gros, c'est tout le discours, les résistants de la 25e heure qui se sont livrés à des exactions, et on comprend qu'il a voulu mettre là-dedans quelque chose, encore une fois, sur c'est ambigu, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, chez les résistants aussi, il y avait des gens troubles, mais c'est parfaitement faux pour cet épisode-là, et ça montre la résistance sous un jour absolument atroce. Mais c'est affreux parce que donc il invente complètement quelque chose, donc je vois pas ce qui peut le justifier étant donné qu'il est censé faire plus ou moins la biographie d'un personnage. Et par ailleurs, il veut peut-être faire de l'ambiguïté, mais ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il reprend tout le discours sur l'épuration sauvage, qui est celui des collaborateurs. Encore une fois, qui peut être le discours qui peut être tenu dans leur publication de la fin des années 40. Tous les collaborateurs qui ont eu affaire à l'épuration se plaignent, disent que c'était la terreur. Ça, ils adorent faire le lien avec la terreur. Évidemment, ça n'a rien à voir, y compris en nombre de victimes. Donc on a l'impression que c'était un bain de sang et le fait que ce soit quelqu'un de l'armée régulière qui intervienne, ça m'a fait rire jaune, parce que certains de ses collaborateurs parfois justement disent que l'armée régulière c'était différent, voilà, c'était pas comme les FFI. Donc ils rentrent vraiment dans tout ce discours sur l'épuration sauvage, et c'est un discours en plus qu'on entend encore aujourd'hui très souvent. C'est un discours qui, dans le film, contrairement à beaucoup d'autres choses, n'est jamais contredit. C'est-à-dire que les petits gestes de Luchaire, etc., il y a quand même à la fin le réquisitoire du procureur. Là, il n'y a absolument rien quand elle explique que les têtes tombaient. Donc, il faut quand même rappeler, si on parle d'épuration sauvage, que les collaborateurs ont voulu faire croire qu'on avait exécuté une centaine de milliers de personnes. En réalité, si on regarde le moment après la libération du territoire, donc quand on n'est plus du tout en état de guerre, on est à 1500 personnes. Voilà, donc c'est pas du tout le bain de sang qui est décrit. Donc là, à mon avis, il offre une magnifique victoire posthume à toute cette littérature collabo de la fin des années 40. Et l'ambiguïté n'est vraiment pas une excuse. Le fait est qu'il y a eu des exactions au moment de la libération, mais là, au contraire, il a une façon de présenter les choses qui est extrêmement manichéenne. Et d'ailleurs, ça n'est pas limité à... Alors, c'est cette scène qui est la plus visible et la plus frappante. Mais quand on regarde tout le reste... Tout ce qu'on voit d'autre sur l'épuration. Donc le réquisitoire du procureur, il est présenté comme l'horizon moral, mais en fait, il se termine sur quasiment des insultes à l'égard de Corinne Luchaire. Alors peut-être qu'il les a proférées, d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas non plus. Je veux dire, il y a toute une dimension sexiste dans l'épuration, bien sûr, mais il n'empêche que Janoli coupe là où il veut, et il fait le choix de couper à cet endroit-là. Et puis, il y a toute la question de l'indignité nationale. C'est-à-dire qu'à la fin, elle explique, elle est révoltée parce qu'elle a été condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Bon, par parenthèse, dans ses mémoires, elle dit juste, c'est une peine morale, point, elle a l'air d'en avoir absolument rien à faire. Les 10 ans d'indignité nationale, d'abord, ils ont été très vite commués en 5 ans, et ensuite, on a l'impression dans le film que, du coup, elle n'a pas le droit de travailler. Ce qui n'est pas vrai,
puisque en fait, elle va dès début 49 recevoir l'autorisation du syndicat des acteurs pour pouvoir travailler. Alors on pourrait me dire le film s'arrête en 48, oui, mais n'empêche que le choix a été fait, là encore, de faire penser au spectateur qu'on allait l'empêcher de travailler et de poursuivre sa carrière. Et ça n'est pas ça, sa condamnation. Sa condamnation, c'est qu'elle perd ses droits civiques. Et alors, dans l'un de ses derniers monologues, enregistrés au magnétophone, on a droit à l'inévitable cliché qui est Hitler était mort, les cloches sonnaient, les vainqueurs allaient écrire l'histoire. L'histoire écrite par les vainqueurs. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est un renversement. On se croirait à Nuremberg. Voilà. Et puis, c'est un renversement de la réalité, parce que, comme vous l'avez dit, les collabos prennent la plume largement pour imposer une version de l'histoire qu'il faudra des décennies pour remettre en cause, notamment avec les travaux du Centre de documentation juive contemporaine, qui deviendra le mémorial, avec les travaux d'un certain nombre de pionniers, etc. Donc, l'idée que les vainqueurs ont écrit l'histoire, rien n'est plus faux pour cette fin de guerre. Déjà, à l'époque, ils s'étalaient partout en disant qu'ils ne pouvaient plus rien dire, en fait. Bien sûr, ils ont imposé un certain nombre de mythes, dont le mythe de l'épuration sauvage, le terme résistentialisme, alors qui a été repris par Henri Rousseau dans un sens un peu différent, mais qui est quand même encore très utilisé de façon extrêmement confuse. Donc, ils ont au moins coécrit l'histoire. Alors, pour terminer peut-être sur une note un peu moins négative, on a compris que voilà, c'est un film qui n'est pas sans poser problème. Ça n'enlève pas le droit à Giannoli de le faire, aux spectateurs de l'apprécier, aux gens d'en parler de différentes manières. Mais en tant qu'historien, c'est important aussi de pouvoir dire les choses telles qu'elles se sont réellement passées et pas telles que le cinéaste les a inventées et ou déformées de manière parfois grave. Peut-être pour terminer sur une note plus positive, est-ce qu'il y a des films sur la période qui vous intéressent plus ou que vous trouvez plus réussis dans leurs ambitions artistiques et historiques ? Alors, à vrai dire, j'ai pas vraiment de films fétiches sur Vichy, l'occupation et la collaboration. Parfois, ça fait ça quand on a une période sur laquelle on bosse, on met un peu à distance. Quoique, par exemple, sur la guerre de 14, je trouve que Tavernier avait été très bon sur la sortie de guerre et je le trouve moins bon sur la Deuxième Guerre mondiale. Laissez passer ? Ouais, Laissez passer, je trouve ça un peu long quand même. Un peu long, mais c'est pas indigne comme film. Non, c'est jamais indigne. C'est tenu. Voilà, mais c'est un peu l'inverse. C'est pas un aussi grand film que La vie rien d'autre. Ouais. Après, je pense qu'il y a un film que j'ai l'impression que personne ne l'a cité, parce que, donc, encore une fois, on a dit à Giannoli qu'il avait fait le grand film que personne n'avait jamais parlé de la collaboration, à part Louis Malle, et éventuellement on a cité Lozé aussi, Monsieur Klein, mais personne n'a cité Costa Gavras, qui a quand même fait Section spéciale, qui est un film que moi j'aime plutôt bien, qui a des défauts. Donc Section spéciale, donc c'était les sections spéciales, c'était les juridictions d'exception qui ont été créées par l'État français, après le premier attentat contre un soldat allemand au métro Barbès, donc de celui qui va devenir le colonel Fabien. Et donc là, c'est vraiment un exemple de collaboration d'État typique. Et dans le film de Costa Gavras, il y a toute la première partie où on voit la création des sections spéciales et toute la deuxième partie où c'est les procès. Bon, je trouve la partie sur les procès un peu moins réussie parce que c'est un peu plus stéréotypé. Mais la partie sur la création des sections spéciales, je la trouve relativement bien faite parce qu'on y comprend certains aspects essentiels de la collaboration. D'abord, l'empressement à Vichy, c'est-à-dire qu'on se précipite pour faire des choses que les Allemands n'ont même pas demandé, mais aussi le fait que ça tombe bien parce qu'on a quand même des proximités idéologiques. Donc, s'il faut, parce que le but des sections spéciales, c'est d'exécuter des innocents, c'est pas d'exécuter les auteurs de l'attentat, on ne les a pas, donc c'est d'exécuter des innocents à leur place. S'il faut exécuter des juifs et des communistes, c'est pas très grave non plus. Donc là, on voit qu'il y a une proximité idéologique. Et on voit aussi, il y avait un des critiques de Giannoli qui disait que Giannoli ne trouvait pas d'excuses à ses personnages, il les regardait sans trouver. Je trouve que chez Giannoli, c'est pas très clair. En revanche, chez Costa Gavras, c'est très clair. Il les regarde légitimer leur action, puisqu'il n'arrête pas de dire, bon, mais si on fait pas ça, ça sera pire. Donc au début, on voit que si on fait pas ça, les Allemands, ils vont exécuter 50 personnes. Et puis après, c'est traité un peu chez Costa Gavras sur le mode quasiment de la caricature. Ensuite, ils vont exécuter 100 personnes. Et puis après, ils vont exécuter 100 magistrats. Et en plus, ils vont les pendre place de la Concorde. Donc on voit des gens qui au départ étaient un peu réticents face à quand même cette horreur judiciaire, c'est-à-dire qu'on va publier une loi rétroactive, se trouver petit à petit des excuses. Et donc je trouve que c'est quand même un film qui tient assez bien la route. C'est un film de 75 si je me trompe pas, donc c'est aussi assez innovant finalement pour l'époque. Et moi je citerai un film pour lequel j'ai une grande tendresse, même s'il est pas sans défaut, c'est Le Dernier Métro de Truffaut, qui est pas un film sur la collaboration, mais qui dit des choses très fortes sur la collaboration, notamment ce moment où le dramaturge allemand enfermé dans sa cave, qui peut plus sortir, écoute la radio française avec cet orateur à la radio française qui explique que si les Juifs avaient la peau bleue, il serait facile de les déceler, et en réalité il faut les traquer, etc. etc. Et voilà, toute l'abjection idéologie de la collaboration est montrée. Et puis ce critique de théâtre d'Axia,
qui est inspiré d'un personnage réel, ce critique qui mène effectivement cette grande vie, mais c'est pas la grande vie qui est montrée pour elle-même, elle est montrée aussi pour ce que ça dit d'une proximité idéologique avec les Allemands, d'avantages matériels. Voilà, il y a des choses très fortes dans le film sur la collaboration, et c'est un film qui est quand même assez juste sur la période. On en avait parlé à ce micro avec Aléa Aglan. Merci beaucoup Anne-Sophie Anglaret. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.